Hiver 2015. La Russie connaît une crise économique sévère. La baisse des prix du pétrole entraîne l'effondrement du rouble et les effets des sanctions occidentales commencent à se faire sentir. Les premières victimes n'en sont pas les riches, mais bien la classe moyenne pour qui la situation ne cesse de se détériorer. Pourtant, plus que jamais, le peuple reste fidèle à son président. Depuis 2000, Vladimir Poutine est aux commandes du plus grand pays au monde. Il table sur l'abondance de matières premières en Russie pour consolider sa puissance. Quand la conjoncture était meilleure, les revenus liés au gaz et au pétrole avaient rapporté 500 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Pour Vladimir Poutine, la crise économique actuelle n'est qu'une mauvaise passe à surmonter en vue du renforcement de son pouvoir. Mais pour atteindre ses objectifs, il doit aussi accroître son influence sur l'économie et la politique de l'Europe occidentale. Les investissements russes dans l'Union européenne auraient-ils une visée politique? Les grands projets du Kremlin obéissent-ils à une stratégie ou se limitent-ils à des intérêts purement économiques? Notre enquête va nous mener dans les principaux milieux économiques européens où sont investis les milliards russes. À Moscou et à Londres, nous rencontrerons partisans et opposants aux échanges Est-Ouest qui se déroulent dans un climat toujours plus conflictuel. Octobre 2014. Dans la station balnéaire de Warnemünde se tient la Journée de la Russie. À la suite de l'annexion de la Crimée, les pays occidentaux ont pris des sanctions contre Moscou. Malgré cela, certains entrepreneurs et hommes politiques allemands et russes souhaitent maintenir le dialogue. L'invité de marque de ce forum est l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Mesdames et messieurs, nous savons combien la paix et la stabilité dans toute l'Europe sont essentielles à notre bien-être et à notre prospérité. C'est pourquoi un rapport de partenariat avec la Russie est important pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe. Pour l'ancien chancelier, les relations commerciales créent des partenariats et instaurent la confiance, surtout en temps de crise. On dénombre 6000 entreprises allemandes actives en Russie et près de 1000 entreprises russes en Allemagne. À Londres, à la rédaction du Guardian, nous rencontrons Luke Harding, correspondant à l'étranger pour le célèbre quotidien britannique. Le journaliste, âgé de 47 ans, a travaillé à Moscou pendant 4 ans. Il est sceptique quant à un éventuel partenariat économique entre la Russie et l'Europe. L'objectif principal du Kremlin, de la politique géoéconomique russe, est de diviser l'Europe. Dans cet esprit, la Russie conclut des accords de fourniture d'énergie avec l'Italie, elle construit le gazoduc Nord Stream avec l'Allemagne, elle fait miroiter aux Britanniques d'importantes privatisations à la City de Londres. En quelque sorte, la Russie divise tout le monde de manière à ce que chaque pays rechigne à lui infliger des sanctions collectives. C'est une stratégie très habile. Les transactions avec la Russie nécessitent une préparation toute particulière. Comme Luke Harding l'a démontré, dans le cas d'investissements en Occident, c'est souvent le Kremlin qui tire les ficelles. Quand vous faites des affaires, il vous faut ce que les Russes appellent krisha, c'est-à-dire un toit. Cela signifie que vous devez connaître quelqu'un dans les milieux proches du gouvernement ou dans les services secrets pour vous protéger. Si votre krisha n'est pas assez fort, on vous volera tout. On peut analyser cela d'un point de vue sociologique ou alors utiliser une expression qui résume bien la situation, la Kremlin SA. Le Kremlin serait donc une sorte de holding qui mêlerait politique, économie, services secrets et certaines branches du crime organisé, et qui serait chargé de contrôler et de diriger d'importants secteurs économiques. Cette notion de Kremlin SA n'est-elle que le produit de l'imagination d'un journaliste occidental? Nous rencontrons Boris Nemtsov à Moscou en décembre 2014. Il a été successivement gouverneur de sa région, puis ministre et vice-président du gouvernement de Boris Eltsine. L'opposant politique libéral, assassiné le 27 février 2015, a exprimé ces dernières années des critiques toujours plus acerbes à l'égard du Kremlin.
Porté par sa volonté de préserver la démocratie et la liberté, il en a oublié toute réserve. Je dirais que nous avons aujourd'hui un exemple typique de gouvernement mafieux. Vous avez au sommet de l'État des mafiosi, un cercle très restreint d'individus, qui vit sur le compte de cette mafia, qui dépend entièrement d'elle. Les lois ne les concernent pas. Poutine est-il lui-même un voleur? Je ne sais pas exactement comment fonctionne toute cette clique, mais je pense que son rôle est plutôt celui de Krisha, de protecteur des voleurs. La Russie, un État mafieux? Est-ce un jugement provocateur ou le fruit d'une analyse pertinente de Boris Nemtsov, l'opposant politique assassiné? Quant aux investissements russes dans l'Union européenne, présentent-ils un danger pour l'Europe occidentale? Nous sommes dans le nord de l'Allemagne, en Mecklembourg-Poméranie occidentale. La Russie est l'un des principaux partenaires économiques de la région. Les chantiers navals constituent le cœur industriel de ce land. Après la réunification de l'Allemagne, des millions ont été investis dans leur modernisation en faisant appel aux deniers publics. Aujourd'hui, ils disposent de brevets stratégiques et peuvent se prévaloir d'une riche expérience et d'un précieux savoir-faire. En 2008, un investisseur russe nommé Andrei Bourlakov a acheté 2 chantiers navals à Wismar et à Warnemünde. Dans le monde entier, la construction navale connaît les mêmes problèmes de financement, de surcapacité et de suppression d'emplois. Pourtant, l'investisseur russe fait des promesses et distille de nouveaux espoirs. Un tel optimisme peut-il être justifié? À Moscou, nous avons rendez-vous avec Alexander Levinsky. Le journaliste travaille pour Forbes, le célèbre magazine économique américain. C'est lui qui a enquêté sur le marché des chantiers navals et sur sa signification stratégique pour l'État russe. L'industrie navale de la Russie était essentiellement orientée vers la marine de guerre. La situation dans le secteur civil était assez pitoyable. Il était par conséquent extrêmement intéressant pour la Russie de se doter de chantiers navals modernes, dans lesquels l'Allemagne a investi beaucoup d'argent. Tout comme il était très intéressant pour elle de bénéficier de transferts de technologie de la part d'entreprises occidentales. Mais les erreurs de gestion d'Andrei Bourlakov, soi-disant sauveur des chantiers, ajoutées à la crise financière internationale, ont mené les 2 chantiers allemands dans une zone de turbulence. En juillet 2009, soit 1 an après leur rachat, le propriétaire russe dépose le bilan. À peine 3 mois plus tard, arrive le 2e sauveur, lui aussi russe. C'est un jeune entrepreneur de 29 ans, Vitali Youssoufov. Il rachète les 2 chantiers pour 40 millions d'euros. L'engagement massif des Russes dans une industrie aussi durement touchée par la crise soulève des questions. Il m'a semblé que la situation nous permettait d'acquérir des sites de production exceptionnels à un prix relativement bas, avec la possibilité d'y développer par la suite une toute autre activité. Avant de devenir le propriétaire de ces chantiers navals, Vitali Youssoufov a travaillé pour une filiale du géant énergétique russe, Gazprom. Aujourd'hui, le constructeur novice envisage avant tout de fabriquer des navires brise-glace destinés à l'industrie énergétique russe. L'Arctique recèle d'importantes ressources gazières. Le gaz naturel liquéfié est transporté par des navires spéciaux. Or, les chantiers navals russes n'ont pas les compétences pour les construire. Lors de la journée de la Russie à Warnemünde, Vitali Youssoufov est présenté comme un investisseur modèle. Cette fois, le succès semble au rendez-vous. Mais Vitali Youssoufov est-il réellement le jeune entrepreneur habile qui s'est lancé seul dans cette entreprise risquée? Il suffit d'un regard sur son passé pour entrevoir des antécédents troubles et des liens inattendus. Alexander Levinsky, le journaliste de Forbes, a enquêté sur Vitali Youssoufov, champion du gravissement d'échelons. Il en ressort que son père, Igor Youssoufov, a joué un rôle clé dans l'acquisition des chantiers.
Youssoufov senior avait ses entrées à la direction de Gazprom et savait qu'il y avait un réel besoin pour de tels navires. L'alliance de la technologie allemande, d'un certain nombre d'entreprises russes de construction navale et de Gazprom en tant que commanditaire, cela promettait des profits fabuleux. Le père de Vitali, Igor Youssoufov, est une personnalité de premier plan dans les milieux gouvernementaux. Jusqu'en 2013, il siège au conseil d'administration de Gazprom, le premier groupe énergétique mondial. Jusqu'en 2011, il fait fonction de mandataire spécial du président russe pour les questions d'énergie, et de 2001 à 2004, il occupe le poste de ministre de l'énergie en Russie. On est alors en droit de se demander si le rachat des chantiers allemands ne s'est pas fait par décision de la direction de Gazprom ou sur ordre du Kremlin. Pour le géant énergétique russe, le transport des matières premières de l'Arctique est une nécessité stratégique. Les recettes de l'entreprise représentent quant à elles un tiers du budget de l'État. Lors de la journée de la Russie, Vitali Youssoufov s'est présenté comme unique investisseur. Mais qui a bien pu offrir des millions à un entrepreneur de 29 ans pour une affaire aussi risquée? Est-ce son père, Igor, qui fait office de mécène et tire les ficelles en coulisses? Est-ce le Kremlin qui favorise les Youssoufov parce que le savoir-faire allemand en matière de construction navale est inestimable? Vitali Youssoufov réfute tout lien avec les milieux gouvernementaux. Ce genre de collusion est généralement largement surestimé. Dans mon cas personnel, comme dans celui de mon père, il n'y a pas eu de jeu d'influence. Dans quelle mesure les dénégations de Vitali Youssoufov sont-elles convaincantes? Nouveau retour en arrière. En 2008, Andrei Bourlakov, le premier investisseur des chantiers de la Baltique, donne une réception à Moscou. Les Youssoufov figurent parmi les invités. Igor, le père, fonctionnaire au Kremlin, insiste lors de son allocution sur la nécessité stratégique de construire des navires spéciaux pour l'exploitation des matières premières dans l'Arctique. À l'époque déjà, la rumeur prétendait que les Youssoufov et Andrei Bourlakov étaient associés depuis longtemps. Nous posons la question directement à Vitali Youssoufov en octobre 2014. Monsieur Bourlakov et votre famille étaient associés. C'est faux. Mais vous entreteniez des relations. Aucune relation. Ces liens dont font état la presse ont donc été imaginés? Parfaitement. Vous utilisez le terme qui convient. La presse crée souvent de toutes pièces ce genre de liens qui n'ont aucun fondement. Les témoignages divergent. Bourlakov a déclaré à plusieurs reprises qu'il connaissait Youssoufov père depuis plus de 15 ans. Pourquoi Vitali nie-t-il toute relation entre Andrei Bourlakov et les Youssoufov? Que fait Igor, le père, à Wismar en 2008, ici aux côtés d'Andrei Bourlakov, avant que sa famille ne reprenne les chantiers en été 2009? La présence d'un haut fonctionnaire du Kremlin à la réception d'Andrei Bourlakov à Moscou n'est-elle également que le fruit du hasard? Notre enquête nous permet de mettre la main sur une photo qui montre Vitali Youssoufov aux côtés d'Andrei Bourlakov lors d'un rendez-vous d'affaires. Les recherches que mène le journaliste Alexander Levinsky aboutissent à des conclusions très instructives. Youssoufov fils est devenu officiellement propriétaire des 2 chantiers navals du groupe Wadan Yarts en 2009. L'enquête que nous avons menée montre cependant que le père et le fils en étaient au moins copropriétaires avant cette date. Les Youssoufov étaient-ils déjà secrètement propriétaires des chantiers dès 2008? Andrei Bourlakov n'a-t-il servi qu'à leur ouvrir des portes? Alexandre Levinsky a eu accès au dossier d'instruction de la police russe. En effet, à la suite de la faillite des chantiers, leur ancien propriétaire a été inculpé pour irrégularité dans le marché de la mer Baltique. L'audition des témoins confirmerait les liens commerciaux entre les Youssoufov et Andrei Bourlakov. Malheureusement, Andrei Bourlakov ayant été assassiné en 2011, son procès n'a jamais pu avoir lieu.
Le fait qu'ils se connaissaient avant que Yusupov fils n'investisse dans les Wadan Yards, l'ancien nom des chantiers navals, est pratiquement attesté par les éléments du dossier pénal. Les petits secrets des Yusupov sont-ils censés dissimuler les liens existants entre des intérêts commerciaux privés et les stratégies du Kremlin? Le savoir-faire des chantiers de la Baltique est un atout majeur sur le marché mondial de l'énergie, qui pourrait s'avérer décisif dans l'exploitation des ressources gazières de l'Arctique. Les recettes en résultant ne renfloueraient pas uniquement les caisses de l'État, elles permettraient également au maître du Kremlin de consolider son pouvoir. Beaucoup d'indices tentent à prouver que les négociations en Mecklembourg-Poméranie occidentale ne se sont pas faites carte sur table et qu'elles ont manqué de transparence. Les liens entre les intérêts privés et étatiques restent troubles. Évidemment, pour les ouvriers de la Baltique, l'enjeu est tout autre. Ils souhaitent conserver leur emploi et que les grues continuent de tourner. Nous nous rendons à présent à Munich. Pendant près de 17 ans, Boris Reitschuster a travaillé comme correspondant à Moscou. Selon sa théorie, le Kremlin opère une sorte de conquête de l'Ouest à coups de millions. Cela concerne d'après lui un groupe restreint de personnalités haut placées. C'est une question de proximité vis-à-vis du président, de fidélité et de loyauté. Comme dit un dicton sud-américain, pour mes ennemis, la loi, pour mes amis, tout le reste. Vladimir Poutine partage avec certains grands patrons et hauts gradés de l'armée et des services secrets l'ambition de voir la Russie rejoindre le cercle des grandes puissances politiques. Dans cette optique, il n'hésite pas à honorer des requêtes privées. Il est facile pour le pouvoir en place d'accuser les détracteurs étrangers d'être des ennemis de la Russie. Mais les activistes russes ne manquent pas d'imagination pour trouver des renseignements. Ils prennent même de la hauteur, au sens propre, pour vérifier dans quelles conditions vit l'entourage de la Kremlin SA. En Europe, cela se passe bien sûr plus simplement. Mais chez nous, dès l'instant où un fonctionnaire s'achète un terrain et y fait construire son palais, il l'entoure d'une clôture de 4 mètres de haut, à travers laquelle on ne voit rien. Les militants appartiennent au cercle du célèbre défenseur des droits civiques, Alexei Navalny. Ils enquêtent sur les personnalités devenues riches du jour au lendemain et sur les soupçons de corruption, puis publient les résultats de leurs recherches sur Internet. Les militants identifient les propriétaires des domaines qu'ils ont localisés. L'un d'eux serait Vladimir Yakounine, le président de la compagnie des chemins de fer russes, un ancien officier du KGB. On dit qu'il est un ami de Vladimir Poutine. Voilà la propriété de Yakounine, en survol. Elle vaut actuellement dans les 2 milliards de roubles. Au moment de son achat, elle valait dans les 50 millions d'euros. Je dois d'ailleurs dire que ce groupe fermé est extrêmement restreint. Il compte moins d'une centaine de membres qui contrôlent environ 40% de toute la richesse de la Russie. Les militants des droits civiques tentent aussi de visiter à pied les paradis immobiliers de la nouvelle élite. Les propriétaires, oligarques, hauts fonctionnaires, officiers des services secrets n'apprécient guère la présence de ces visiteurs indésirables. Sous le règne de Vladimir Poutine, les services de sécurité sont devenus l'épine dorsale du pouvoir. En Russie, on les nomme les siloviki, les hommes forts. D'anciens officiers issus de la police, de l'armée ou des services secrets gèrent aujourd'hui des entreprises de matières premières, des banques, des usines d'armement et représentent une partie importante de la Kremlin SA. La corruption a été institutionnalisée et soumise au contrôle de Vladimir Poutine, de ses amis et d'une bulle au sein des services secrets. À ce sujet, Olga Krishtanovskaya a fait un travail remarquable qui montre que 2 tiers, voire 3 quarts des hauts responsables actuels au Kremlin sont d'anciens membres du KGB.
Kremlin-SA, groupe mafieux et État policier, ces notions ne seraient-elles que l'expression d'une propagande russophobe savamment orchestrée? Fin 2010, Luke Harding, correspondant au Guardian à Moscou, est rappelé à Londres. Des milliers de documents secrets sont parvenus à la rédaction du journal. C'est le fameux Wikileaks, dont une partie des feuillets décrivent la structure de la Kremlin-SA. Pour moi, c'était la plus belle des confirmations. Tout le monde savait que la Russie était corrompue, mais encore fallait-il le prouver. Je travaillais sur ce sujet depuis très longtemps déjà, et en fait, il se trouvait que les gouvernements américains et britanniques étaient eux aussi arrivés à la même conclusion. Voici le genre de document clé, câble diplomatique de l'ambassade américaine. La Russie est un État mafieux. Il provient d'un enquêteur espagnol et il y est indiqué « No Foreign », à ne pas divulguer. C'est un document secret du gouvernement américain. Pour Luke Harding, les câbles diplomatiques transmis à Washington par les ambassades américaines de Moscou et des capitales européennes ne sont pas des vérités ultimes, mais des indices précieux qui étoffent la thèse des structures mafieuses et de la Kremlin-SA. José Grinda, le procureur espagnol, a déclaré qu'il considérait la Biélorussie, la Tchétchénie et la Russie comme des États mafieux. Il affirme que dans ces pays, il est impossible de différencier les activités du gouvernement de celles du crime organisé, parce qu'elles sont parfaitement identiques. Dans les dossiers de Wikileaks, Luke Harding trouve 3000 documents secrets relatifs à la Russie. Il écrit plusieurs articles sur le sujet, ainsi qu'un livre intitulé « Russie, État mafia ». La réaction du Kremlin ne se fait pas attendre. Lors de son retour à Moscou, il se voit refuser l'entrée dans le pays. Moscou, décembre 2014. Cette atmosphère de crainte et de méfiance ne règne pas qu'au sein des médias étrangers. Le journaliste moscovite Mikhail Zygar connaît parfaitement les limites de la liberté de la presse en Russie. Il est rédacteur en chef de la chaîne de télévision indépendante Dojd, plateforme critique appréciée surtout des jeunes. Depuis des années, Mikhail Zygar s'intéresse à Gazprom, le premier groupe énergétique mondial. Dans les années 90, l'entreprise a été le berceau de l'enrichissement personnel des dirigeants et fonctionnaires du parti. Aujourd'hui, d'après Mikhail Zygar, il est avant tout pour Vladimir Poutine un instrument de pouvoir dont l'objectif est bien clair. Son objectif essentiel est de faire en sorte que l'Europe dépende de Gazprom, et donc de la Russie. C'est comme la serrer dans ses bras pour mieux l'étouffer. Gazprom ou le remède miracle de Vladimir Poutine. Les recettes du géant gazier permettent d'équilibrer le budget de l'État. Ces bénéfices, qui se chiffrent en milliards, financent la construction de gazoducs vers l'Occident. Gazprom fournit à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Autriche jusqu'à 60% de leurs besoins énergétiques. En Europe de l'Est, la Bulgarie, la Pologne et l'Ukraine sont pratiquement entièrement dépendantes des livraisons russes. Au XIXe siècle, le tsar Alexandre III disait que la Russie n'avait que deux alliés, son armée et sa flotte. L'allié majeur de Poutine, c'est Gazprom. Ce n'est pas une entreprise indépendante qui a ses propres intérêts et ses propres activités. C'est un instrument grâce auquel la Russie se forge sa véritable place dans le monde contemporain. Elmar Brok a été président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen. Depuis des années, ce spécialiste de l'Europe de l'Est dénonce les liens étroits qui unissent responsables politiques et économiques en Russie. Les Russes veulent jouer d'influence. Ils cherchent à limiter les possibilités d'action de l'Europe. C'est pour ça qu'ils investissent systématiquement dans les domaines liés à la sécurité et qu'ils prennent des parts dans des entreprises bien spécifiques. Ils procèdent ainsi à grande échelle dans les pays baltes, en Serbie, dans les Balkans, mais aussi dans des pays membres de l'Union européenne. Ils n'agissent pas uniquement dans un intérêt économique. Ils ont une stratégie politique claire. C'est un fait que nous avons trop longtemps occulté. En route vers la région de la Ruhr,
où en 2014, la conclusion d'un marché de plusieurs milliards crée des remous. Une entreprise basée au Luxembourg rachète au groupe énergétique de SNRWE, sa filiale DEA, pour 5,1 milliards d'euros. La dette de RWE, qui s'élève à plus de 30 milliards d'euros, pousse le groupe à céder des réservoirs de gaz en Allemagne et 160 licences d'exploitation pétrolière et gazière. Sur fond de conflit ukrainien, la vente de DEA fait les gros titres. Il se trouve en effet que l'entreprise luxembourgeoise Letter One est dirigée par des investisseurs russes. Les opposants à cette vente prétendent qu'elle va à l'encontre de la position du gouvernement allemand qui prône la réduction de la dépendance énergétique face à la Russie. En effet, les licences pétrolières et gazières de DEA lui permettent d'extraire dans la mer du Nord, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Letter One fait une offre de rachat bien supérieure à tous ses concurrents. Pour Oliver Krischer, député écologiste spécialiste de l'énergie, les sommes mises en jeu parlent d'elles-mêmes. Cela montre que l'affaire conclue ici n'a vraisemblablement pas été uniquement motivée par des intérêts commerciaux, mais qu'à travers DEA, une des plus grandes compagnies gazières et pétrolières en Europe, on cherchait à obtenir un accès stratégique au marché et aux infrastructures énergétiques européennes. Que sait-on au juste à propos de Letter One ? Mikhail Fridman, un oligarque discret, l'un des plus riches entrepreneurs russes, a créé cette société avec un associé. Il doit sa fortune au plus grand groupe industriel et financier russe, le groupe Alpha. D'anciens dirigeants du groupe travaillent au sein du cabinet présidentiel sur la Place Rouge. Dès le début des négociations, la commission des affaires économiques du Bundestag avait émis de sérieuses réserves quant à cette vente. Il était quasi impossible de savoir à qui DEA allait appartenir et qui se cachait derrière tout cela. M. Fridman avait fait état d'une structure de propriété particulièrement complexe. On parlait d'un montage financier à 10 niveaux. L'acheteur officiel de DEA est la société Letter One. Ce n'est qu'en 2013, soit peu de temps avant cet achat, que l'entreprise est enregistrée au Luxembourg. Le gouvernement fédéral surveille les négociations et finit par approuver la vente. Il s'appuie pour cela sur le fait que l'entreprise Letter One est domiciliée dans l'Union européenne. Pour Oliver Krischer, cet argument purement formel est cousu de fil blanc. Letter One est une holding domiciliée au Luxembourg. Or, la question n'est pas de savoir où se trouve le siège social d'une entreprise, mais plutôt de savoir qui, en fin de compte, en est le véritable propriétaire, qui prend les décisions. Pour cette raison, je trouve l'argument de la domiciliation européenne utilisé par le gouvernement fédéral vraiment risible. Le gouvernement fédéral aurait-il négligé certaines considérations de sécurité politique et approuvé la vente car RWE avait besoin rapidement de fonds pour assainir la situation financière du groupe? Les réserves de gaz de DEA auraient pu permettre de parer aux arrêts impromptus de livraison de gaz de l'Est, et elles auraient pu contribuer à constituer la réserve stratégique de gaz que préconise l'Allemagne. Le gouvernement fédéral aurait dû se préoccuper davantage de savoir qui sont les véritables décideurs et qui sont les véritables propriétaires de l'entreprise. En fin de compte, on se demande si dans le cas de DEA, la politique menée ne va pas à l'encontre des intérêts de l'Allemagne et de l'Union européenne. Quand je pense que pour des raisons de sécurité politique, le président Obama a empêché il y a 1 an et demi la vente de parcs éoliens à la Chine. Or, ce ne sont que des broutilles, comparé à ce qui s'est passé en Europe. Cela montre bien que cette affaire aurait dû être prise bien plus au sérieux. Le milliardaire moscovite n'utilise-t-il les faiblesses économiques du fournisseur d'énergie allemand que pour acquérir une entreprise intéressante à bas prix? Ou cette affaire masque-t-elle une volonté du Kremlin d'accroître son influence économique dans un pays phare de l'Union européenne? Dans le cas de Mikhail Fridman et des oligarques, il peut s'agir d'obéissance servile. Ils connaissent parfaitement les intentions de Vladimir Poutine. Quand ils mènent une telle transaction, ils obtiennent des points de bonus auprès du tsar ou de l'empereur, comme ils le nomment. La question est de savoir s'ils ont vraiment besoin d'instructions.
Mais en cas de doute, le Kremlin n'est jamais bien loin. Dans toutes les grandes entreprises, siègent des membres des services secrets pour qui il suffit de passer un coup de fil ou de donner un conseil discret qui ne laisse aucune trace écrite. C'est aussi ce qui rend si difficile la quête d'éléments à produire en justice. Le rachat de DEA par Mikhail Friedman pourrait encore réduire l'indépendance énergétique de l'Occident si les tensions avec Moscou s'accroissaient. Pour le moment, il n'y a aucune garantie que les entrepreneurs privés n'agissent pas sur ordre du Kremlin. Un mélange d'espoir de relance et de méfiance entoure les investissements russes en Occident. Au cours du deuxième mandat de Vladimir Poutine, Moscou s'efforce de dépasser l'image bien ancrée d'ours imprévisible que renvoie la Russie. En 2006, Gazprom signe un contrat de sponsoring avec le club de football allemand Schalke 04. À l'époque, le club est criblé de dettes et c'est l'occasion pour le Kremlin, grâce au géant énergétique, de soigner son image. Anton Oresh est journaliste sportif à Moscou. Passionné par tout ce qui touche au football d'élite russe, il garde un œil affûté sur les liens qui se tissent entre le sport et la politique. Je pense que c'était très important, à un certain stade, pour l'image de la Russie et pour permettre à notre géant de l'industrie du gaz et du pétrole de se développer en Occident. Pour que, lors des grands événements, qui sont toujours suivis par des millions de spectateurs, on puisse voir le logo de l'entreprise, pour que les gens s'y habituent, au même titre que d'autres entreprises et des banques qui y participent. Depuis 2006, Moscou verse tous les ans plusieurs dizaines de millions d'euros au club de football allemand. Si le montant exact reste secret, il est bien à 8 chiffres. Depuis des années, le journaliste Jens Weinreich observe les agissements du Kremlin qui investit dans le football pour gagner la sympathie des supporters occidentaux. Ses enquêtes minutieuses sur la corruption dans le sport et son instrumentalisation politique lui ont apporté une grande renommée. Selon lui, le Kremlin mène un projet politico-sportif de grande envergure. C'est en 2005, avec la candidature de Sotchi pour les Jeux Olympiques, que la Russie a commencé à instrumentaliser le sport, à s'en servir comme trait d'union entre la politique et le monde des affaires, avec toujours la même idée de promouvoir l'élite mondiale russe dans tous les domaines possibles et donc aussi en sport. C'est cette même ambition qui a motivé la candidature de la Russie à l'organisation de la Coupe du monde de football. Les millions de Gazprom permettent aussi à la Russie de sponsoriser la Ligue des champions de l'UEFA. Et cerise sur le gâteau, la Coupe du monde de football 2018 aura lieu en Russie. Des proches du chef du Kremlin sont désignés à la tête des principales associations de football. Sergei Foursenko, un ancien voisin de Datcha de Poutine, est nommé en 2010 président de la Fédération de Russie de football et devient membre d'une commission au siège de l'Association internationale de football, la FIFA. Si vous prenez la liste de nos principaux responsables, vous verrez que nombre d'entre eux se sont connus parce que leurs dachas dépendaient toutes de la même coopérative. C'est ainsi que Foursenko a rencontré Poutine, il y a des années. Ils sont devenus amis, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la tête de notre fédération de football, alors qu'il n'avait aucune qualification pour devenir dirigeant dans le monde du football. Les Coupes du monde de football font partie des événements les plus médiatisés au monde. La puissance émotionnelle du spectacle et une organisation parfaite sont le décor idéal pour une campagne d'image de marque. D'après les enquêtes menées par Jens Weinreich, les candidatures pour les très grands événements sportifs donnent toujours lieu à des soupçons de corruption. Le 2 décembre 2010, à Zurich, a lieu l'annonce de l'octroi de la Coupe du monde de football 2018. En 2018, la Coupe du monde FIFA sera organisée par la Russie. Mais les milieux bien informés en Russie connaissaient déjà depuis longtemps le nom des organisateurs. J'étais allé enquêter à Moscou quelques semaines plus tôt, et mes amis dans les médias russes, mes contacts et les personnes que j'avais prévu d'interviewer ont tous affirmé que les Russes fêtaient déjà leur victoire pour 2018. Les rumeurs quant aux pratiques douteuses dans l'attribution de l'organisation de la Coupe du monde 2018 soulèvent la question suivante.
Est-ce l'argent du Kremlin qui a permis à la Russie d'accueillir la prestigieuse compétition? Après une enquête interne, la FIFA rejette ces allégations. Je suis intimement persuadé que l'attribution de la Coupe du Monde a été obtenue de façon frauduleuse. Est-ce que je peux dire qu'elle a été achetée? D'un point de vue juridique, je peux l'affirmer d'un point de vue général parce que je n'implique personne ni aucune institution. Quoi qu'il en soit, l'attribution de la Coupe du Monde 2018 n'a en aucun cas suivi l'ordre normal des choses. En dehors de certains indices, il n'existe actuellement aucun élément de preuve incontestable susceptible d'être produit en justice pour confirmer les propos de Jens Weinreich. Pour les supporters du Schalke 04, la Coupe du Monde est encore loin. Ce qui compte pour le moment, c'est la force de leur équipe. Des études menées par Gazprom montrent que l'aide apportée au club de la Ruhr a permis d'accroître la notoriété et le capital de sympathie du groupe russe auprès du public. Lors de la journée de la Russie à Warnemünde, l'ancien chancelier Gerhard Schröder appelle à prendre des mesures en faveur de l'état de droit et de la démocratie en Russie, tout en soulignant qu'il convient de garder à l'esprit les progrès des relations bilatérales depuis la fin de la guerre froide. Où serions-nous aujourd'hui si au cours des décennies précédentes, nous n'avions pas construit et préservé la confiance bilatérale qui nous unit? C'est bien cette confiance qui a permis à l'Allemagne de se réunifier et à l'armée russe de se retirer des États de l'ancien bloc de l'Est. Retour en arrière. En 2001, au plus fort de l'amitié russo-européenne, on se prend à rêver d'une maison commune européenne. Pour la première fois, un président russe prononce un discours devant le Parlement allemand. Souvent, des décisions sont prises sans que nous ayons été consultés. Après coup, on nous demande de les entériner. On reparle de la loyauté de l'OTAN. On entend même dire que sans la Russie, ces décisions ne pourraient être mises en œuvre. Tout cela est-il normal? Est-ce là un véritable partenariat? Qu'en est-il de l'ingratitude, du mépris et du manque de respect dont fait preuve l'Occident, comme le dénonce Vladimir Poutine? Nous nous rendons en Bavière pour rencontrer un expert de la politique russe. À la fin des années 90, Alfred Koch a été vice-premier ministre de Russie, chargé de la privatisation de l'économie. Pendant de nombreuses années, cet homme politique libéral a formulé de vives critiques à l'encontre du régime du Kremlin. Alfred Koch vit en Allemagne depuis 2013. Souvenez-vous, en décembre 2011, on a commencé à assister à de grands rassemblements. Et en mai 2012, l'un de ces rassemblements a été violemment réprimé. Depuis, on emprisonne les militants qui y ont participé. Dès lors, j'ai compris qu'il n'y aurait aucune démocratisation ni aucun rapprochement avec les libéraux sous Poutine. Il n'a pas choisi délibérément de s'installer au bord du Chiemsee. Une procédure douanière à son encontre est en cours en Russie. Selon Alfred Koch, il ne s'agit que d'une manœuvre du Kremlin visant à l'intimider. Même s'il critique violemment la politique russe, Alfred Koch considère que l'Occident tient une part de responsabilité importante dans les tensions en Europe. Après la défaite de la Russie à l'issue de la guerre froide, l'Occident s'est comporté avec elle comme avec l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il a refusé de l'intégrer, alors même qu'il existait en Russie un puissant mouvement favorable à l'intégration, y compris lors du premier mandat de Poutine. L'Occident ne l'a accueilli ni au sein de la communauté européenne, ni au sein de l'OTAN, dans aucune structure. La Chine est devenue membre de l'OMC avant la Russie. Pour Alfred Koch, le contexte justifie la stratégie de Vladimir Poutine qui consiste à se détourner politiquement de l'Occident et à se servir de la puissance économique russe comme d'un outil politique. Rappelez-vous, il a multiplié les signes d'amitié. Il a été le premier à téléphoner à Bush pour lui faire part de ses condoléances lors des attentats du 11 septembre. Il l'a aidé à fournir des informations et du ravitaillement au contingent américain en Afghanistan, etc. Il s'est vraiment plié en quatre. Il pensait qu'en retour, on l'accueillerait au sein de l'OTAN, ou au moins qu'il participerait à l'élaboration d'un système commun de défense aérienne. On lui a opposé une fin de non-recevoir. Quand il a compris qu'il n'y aurait pas d'intégration, il a commencé à mener la politique qui est aujourd'hui la sienne.
Le conflit ukrainien est bien la preuve que la Russie opte désormais pour la confrontation plutôt que pour la collaboration. En 2014, c'est avec une parade militaire que Poutine célèbre officiellement l'annexion de la Crimée à Sébastopol. La flotte joue un rôle prépondérant dans sa politique de démonstration de force. En 2011, la Russie conclut un contrat spectaculaire avec la France qui doit lui fournir son bâtiment de guerre le plus moderne, le Mistral. Son prix, 1,2 milliard d'euros. Ce navire est capable d'assurer le transport rapide et facile d'hélicoptères, de blindés et de troupes. Il faut se rappeler que le chef de la marine russe avait dit, avec un bâtiment comme le Mistral, pour attaquer la Géorgie, on n'aurait pas mis 26 heures, on aurait mis 40 minutes. Et il faut que les Français prennent conscience que ce n'est pas simplement un équipement mineur avec une armée qui a beaucoup de moyens, c'est un outil majeur de déstabilisation de pays aux frontières de l'Europe. Le marché de l'armement est à l'origine de bien des conflits en Europe occidentale. Il divise aussi les esprits en France. Toutefois, ce contrat assure des centaines d'emplois dans les chantiers de Saint-Nazaire. Lorsqu'en 2014, l'Union européenne décide de sanctions contre la Russie, la vente des navires de guerre ne figure pas dans l'embargo de vente d'armes qui vient d'être instauré. L'Europe est très divisée par rapport à la Russie. La France a réussi, dans les sanctions européennes, à faire qu'il y ait un embargo sur les ventes d'armes, mais sur des nouveaux contrats, pas sur des contrats qui étaient déjà engagés. Ce qui est assez ridicule, parce qu'on sait que des contrats d'armement, ça prend toujours beaucoup de temps. À l'automne 2014, des marins russes s'entraînent à Saint-Nazaire avant la prise de possession des deux navires. Le contrat serait-il rempli avec la livraison du Vladivostok et du Sébastopol? Et si le contrat donne satisfaction, il y aurait potentiellement 2 navires supplémentaires. Encore une fois, ce sont des navires qui sont co-construits par les Russes et par les Français, avec beaucoup de transferts de technologies françaises, mais dont on ne sait pas au fond les détails, puisque évidemment ce contrat n'est pas public. Fin 2014, Vladimir Poutine met en place une nouvelle doctrine militaire. La Russie veut se positionner en tant que puissance mondiale de premier plan, et cela passe avant tout par la modernisation de sa flotte. L'achat des navires Mistral et d'un savoir-faire technologique militaire pourrait permettre la formation d'une troupe d'intervention rapide en mer. Si la France annulait la commande, elle serait contrainte de s'acquitter d'une énorme amende pour rupture de contrat. D'après les sondages, la majorité des Français se prononce en faveur de la livraison des vaisseaux. Même le Front National y est favorable. Que si le Front National flirte avec Poutine, c'est parce que Poutine a décidé de financer une partie de l'extrême droite européenne, y compris le Front National, et que son objectif, c'est de faire que l'Union européenne cesse d'être le garant de la démocratie, des droits de l'homme. Depuis l'annexion de la Crimée, la situation politique en Europe a considérablement évolué. La France suspend jusqu'à nouvel ordre la livraison des 2 bâtiments de guerre. Warnemünde. L'ancien chancelier Gerhard Schröder martèle une formule politique qui a fait ses preuves en temps de crise. Wandel durch Handel, le changement par les échanges. Tel est le nom donné à la stratégie de détente adoptée durant la guerre froide. Il n'y a pas d'automatisme. Chaque menace ou acte pouvant mener à une escalade de la violence peut et doit être empêché par la négociation politique. La formule a déjà fait ses preuves. En 1973, l'Allemagne de l'Ouest échange des gazoducs et des crédits qui se chiffrent en millions contre du gaz naturel sibérien. À l'époque, c'est une percée politique dans une période glaciale. Et aujourd'hui, ce modèle pourrait-il fonctionner au vu de la crise actuelle? Nous posons la question à Sergueï Mikheyev, un politologue moscovite proche du Kremlin. Je pense qu'il est essentiel que nous ayons des relations économiques normales.
Cela atténuerait immédiatement les tensions politiques, y compris au sein même de la société russe. Car en réalité, malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les Russes, personne ne veut la guerre. Il faut être honnête, le concept du Wandel durch Handel n'a absolument pas fonctionné. Il n'y a eu aucun changement en Russie, ou alors dans le mauvais sens. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de sanctions pas contre le peuple russe, mais contre l'élite du Kremlin. La Russie a-t-elle adopté une double stratégie? Bras de fer militaire devant sa porte à l'est et prise d'influence économique à l'ouest? Les milliards de Moscou représentent-ils une menace pour l'Union européenne? Cette conception russe d'une économie agressive et contrôlée s'importe chez nous et prend racine peu à peu en Europe. Tandis que nous continuons de croire que l'économie de marché et la démocratie sont un don de Dieu. Gardez vraiment à l'esprit ceci. Défendez vos valeurs. N'acceptez pas de compromis sur les droits de l'homme, sur la question de l'état de droit, sur le respect des obligations internationales, sur la paix et la sécurité. Il ne doit pas y avoir de compromis dans ces domaines.